Bonjour à tous, bienvenue au musée Saint-Remy pour cette nuit des musées consacrée au thème des héros. Donc nous allons partir à la découverte de différentes figures de héros au travers des collections du musée et à travers le temps. Nous sommes maintenant dans les salles consacrées à la préhistoire. Alors la préhistoire, c'est ce qui se passe avant l'histoire. Quand est-ce que commence l'histoire? C'est une question assez débattue. En gros, l'histoire, ça commence à partir du moment où on a des choses à raconter, des traces avec l'écriture. Ce qui se passe avant l'invention de l'écriture, on va appeler ça la préhistoire. Et est-ce qu'il y avait des héros à la préhistoire? Eh bien, comme on n'a pas de précis, c'est un petit peu difficile à prouver. Mais il y a quand même des héros à la préhistoire pour nous, si on considère que le héros, c'est celui qui, par ses actions, par son caractère, va venir en aide à sa communauté. Et la vie des hommes de la préhistoire, pour ceux que l'on en sait, pour les traces qu'ils nous ont laissées, eh bien, pour nous, les hommes du XXIe siècle, ça peut nous paraître des vies pleines d'aventures, des vies héroïques, et on pourrait appeler ça même un héros du quotidien. Tout ce qu'ils font dans leur vie, et pour survivre, peut nous paraître extraordinaire. Alors, pour les temps les plus anciens, eh bien, ces hommes vivaient non pas dans des appartements ou dans des maisons comme nous aujourd'hui, mais plutôt dans des abris, alors soit dans des grottes, ou comme vous pouvez le voir sur la première vitrine, vous avez donc sur un affleurement rocheux, eh bien, ils avaient des sortes de tentes faites de peau dans lesquelles ils vivaient. Ils ne vivaient pas au fond d'une grotte tout noir. Le problème, c'est que quand vous faites du feu, alors si vous le faites dans une pièce où il n'y a pas d'aération, au fond d'une grotte, tout de suite il y a beaucoup de fumée et ça devient un petit peu invivable. Donc ils vivaient quand même plutôt à l'entrée de ces structures et c'est là aussi où se passait la plupart des activités. Alors vous pouvez en voir ici, on est en train de déjeuner, ils sont aussi en train de préparer de la viande et de la viande qu'ils ont chassée. Alors la chasse, vous pouvez courir après des animaux, les chasser, mais il y a d'autres techniques, et notamment dans ces temps les plus anciens, où les outils ne sont pas les plus développés, où ça reste quand même dangereux de s'approcher d'animaux qui sont beaucoup plus gros que vous, et bien ça va passer par des pièges, par exemple, on va piéger les animaux, ou des fois même récupérer de la charogne, des animaux morts. Et c'est tous ces outils qu'on va utiliser, qu'on commence à développer, sont des outils en pierre taillés, comme vous avez plusieurs exemples, dans cette vitrine. Alors, à quoi ça va servir tous ces outils? Eh bien, à s'attaquer à des animaux comme vous avez ici, dont un des plus célèbres de cette époque reculée, le mammouth. Alors, le mammouth, on imagine toujours un éléphant énorme avec de longs poils et des grandes défenses. En fait, le mammouth, eh bien, il fait à peu près la taille de l'éléphant d'aujourd'hui. Donc, c'est pas non plus un animal gigantesque. Voilà. Le mammouth, il ne s'attaque pas forcément à l'homme, puisque comme l'éléphant, c'est un herbivore. Donc les hommes vont les chasser et vont récupérer tout ce qu'ils peuvent sur ces animaux, la viande, mais aussi la laine, et puis les défenses. Vous en avez ici un fragment ainsi qu'un fragment de dent de mammouth qu'on va réutiliser pour à nouveau faire des outils. Les outils vont se développer, et notamment les armes pour s'attaquer aux animaux. Les hommes vont mettre au point des lances, qu'on va appeler des saguets, celles que vous avez ici en diagonale, qui est composée d'une pointe en pierre ou en os. Quand on fait de la pêche, on utilise plutôt l'arpent, celui qui est tout en bas. Et puis le drôle d'instrument que vous avez tout en haut, ça c'est une des principales inventions de la préhistoire, c'est ce qu'on appelle un propulseur. Le propulseur, vous allez placer votre saguet dessus et grâce à un mouvement de bras, ça va vous aider à lancer par ce mouvement, ça va vous aider à lancer votre saguet et donc elle va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et du coup elle va tout simplement vous aider à tuer beaucoup plus facilement les animaux. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on chasse? On chasse le mammouth et vous avez quelques exemples ici. On va chasser le rhinocéros. Et puis, ce que vous avez ici tout en bas, c'est le mégacéros, qui ressemble un petit peu à un élan. Et puis,
puis ici, vous avez aussi un ours des cavernes. Alors l'ours, ça fait partie des quelques prédateurs qui vont s'attaquer aux hommes de la préhistoire. Alors la préhistoire, c'est un temps qui est très long, hein, ça se passe sur des millions d'années, il y a de nombreuses évolutions, et ce qui va se passer notamment, c'est qu'on va petit à petit se sédentariser. Au lieu d'aller d'un lieu à un autre, on va s'installer à un endroit, en général un endroit où il y a des abris, un endroit où il y a de la nourriture, où on peut chasser, et puis petit à petit, eh bien, on va domestiquer les animaux pour faire de l'élevage, et puis on va s'installer aussi pour faire de l'agriculture. Alors les villages vont commencer à apparaître, et puis c'est ces villages qui vont lancer l'organisation de la société comme on le connaît aujourd'hui. Parmi ces villages, on a une constitution ici d'un village qui se trouve dans l'Aisne, à Cuiry-les-Chaudardes, et ce sont des types de villages, d'habitations qu'on retrouve un petit peu partout en Europe. Les premiers sont apparus dans les zones du Danube, jusque dans le bassin parisien. Vous pouvez avoir ce genre d'installation dans la région. Et vous voyez, un petit peu comme on a vu tout à l'heure avec l'abri sous roche, et bien, des fermes, alors des maisons étables, où on retrouve toutes les activités de la vie quotidienne, aussi bien le travail de la ferme, de la viande, on retrouve des séchoirs à viande et à veau, et puis vous avez la taille des outils de travail. Ce qui va changer également, c'est le travail de la pierre et le problème donc on va se spécialiser dans la taille de pierre, on va arriver à faire des outils de plus en plus spécialisés pour faire de plus en plus de tâches. Alors non seulement par exemple la chasse, mais aussi pour ensuite transformer ces produits de la chasse, construire des meubles, cuisiner. Et ces outils, le problème c'est que si vous mettez une pierre sur un manche en bois, si vous cassez le manche en bois ou si vous cassez la pierre, vous êtes obligé de tout refaire. Donc on va trouver des moyens pour perfectionner les outils et surtout éviter d'en refaire tout le temps avec des gaines comme celle-ci que vous avez juste là, qui a été trouvée dans une tombe à Tinqueux. Vous avez donc, il manque le manche en bois puisque le bois c'est un matériau qui disparaît très rapidement. Par contre, il reste la gaine en bois de serre et puis donc la partie tranchante de la hache qui elle est en pierre. Et donc comme ça, si vous cassez le manche, eh bien vous avez juste à faire un nouveau manche et à venir emboîter la gaine avec la hache. Et puis on peut le voir ici. Tous ces petits morceaux de pierre qui vont aussi permettre de faire des arcs. L'arc est un outil qui est un petit peu plus complexe à faire que ce qu'on a vu jusqu'à présent et qui permet de chasser de plus loin, de chasser différents animaux et donc encore de passer à un nouveau stade de l'évolution et de continuer eh bien, à contrôler de plus en plus son environnement pour les hommes et ne plus subir en fait la nature. Voilà. Vous voyez même ici, donc on est au néolithique, hein, c'est la dernière partie de la préhistoire. On commence déjà à labourer des champs et puis vous avez la récolte, hein, la moisson qui est juste derrière avec des outils qui correspondent aux fossiles actuels. Donc nous sommes dans une salle qui parle de la ville gallo-romaine de Reims. Donc Reims a été fondée au 1er siècle avant Jésus-Christ par une tribu gauloise qui s'appelle les Rèmes. Et ces Rèmes se sont alliés avec Jules César pendant la guerre des Gaules. Et en récompense, leur ville est choisie pour être la capitale de la province nord de l'Empire romain qu'on va appeler la Gaule-Belgique. Donc la ville qui s'appelle Durocortorum va connaître une romanisation, c'est-à-dire une organisation à la romaine autour de deux grands axes qu'on appelle le Cardo et le Decumanus, qui se croisent donc sur une place qu'on appelle la place du Forum, qui correspond à peu près aujourd'hui à la place du Forum actuel et la place royale. Et sur cette place, vous avez les grands éléments, les grands bâtiments de la vie publique, le temple pour la religion, l'assemblée pour les citoyens, et puis la basilique, un lieu de commerce et de justice. Mais il y a aussi plein d'autres bâtiments romains qui sont à Reims, des thermes à peu près au niveau de la cathédrale, et pour le divertissement des habitants, vous avez ce qu'on appelle un amphithéâtre. Alors, un amphithéâtre, c'est pas un lieu de
cour comme aujourd'hui ou un théâtre. Un amphithéâtre, c'est là où a lieu les combats de gladiateurs, mais également les chasses. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le cirque. Le cirque, c'est là où vous avez les courses de chars. Et à Reims, on a les traces d'un amphithéâtre jusqu'au 19e siècle. Alors sur cette maquette, vous le voyez très très bien, il se trouvait au nord de la ville, cet amphithéâtre, et aujourd'hui, il n'en reste plus que le nom dans ce quartier, qui est la rue du Mandarin. Voilà. Les dernières traces ont été observées au 19e siècle et il a disparu au moment en fait, où la ville va s'agrandir dans ses faubourgs nord. Voilà. L'histoire romaine de Reims, c'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup d'éléments visibles, mais les fouilles ont permis de redécouvrir beaucoup de choses, et notamment des mosaïques, et des mosaïques qui présentent des combats de gladiateurs. Donc on va voir la première qui se trouve dans cette salle. Donc, parmi les découvertes qui ont été faites à la fin du 19e siècle, vous avez donc cette mosaïque qui a été trouvée près du square Colbert, donc près de la gare. C'était une mosaïque qui comportait 35 médaillons qui présentaient à la fois des combats de gladiateurs mais aussi des scènes de chasse, donc les deux grands événements qui se passaient dans cet amphithéâtre rémois. Malheureusement, ces médaillons ont disparu en 1917 avec l'incendie de l'hôtel de ville, puisque les collections des musées étaient accueillies à l'hôtel de ville jusqu'à la Première Guerre mondiale, en tout cas pour les collections historiques. Donc ici, vous avez un médaillon qui a été notamment reconstitué et qui présente un gladiateur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un gladiateur? Eh bien, un gladiateur, c'est un personnage qui va combattre lors de jeux organisés. Alors les gladiateurs existent en Italie depuis très longtemps. Au départ, ce sont des combats qui sont organisés après la mort d'un défunt. La famille va organiser en mémoire de ce défunt un combat. Et petit à petit, ça rencontre un certain succès, donc ça va se professionnaliser. Alors les gladiateurs sont des esclaves, d'accord? Donc ils ne sont pas libres, ils sont entraînés pour ces combats et ça remporte beaucoup de succès. Donc petit à petit, les hommes politiques organisent des combats qui sont présentés à la population, notamment lorsqu'il y a des choses à célébrer et des échéances électorales. Et c'est vraiment très populaire. On pourrait comparer ça un petit peu aux matchs, aux compétitions comme la Coupe du Monde de foot aujourd'hui. Ça rassemble beaucoup de monde et ça déchaîne les passions. Donc ces combats étaient organisés dans ces amphithéâtres entre différents types de combattants. Celui qui est présenté ici le trace. En fait, chaque combattant avait ses propres armes. Ici, le trace se reconnaît avec l'épée très très courte qu'il porte, également son casque avec des larges bords et une petite crête. Il porte également des protections au niveau des jambes. Ici, il porte une protection sur un bras, une manche, ce qu'on retrouve aussi chez d'autres, et puis un petit bouclier. Alors quand on pense au combat de gladiateurs, c'est vrai qu'on pense toujours aux scènes dans les péplums d'Hollywood où on voit l'empereur et le public qui lève le pouce ou qui le baisse pour décider du sort du vaincu. Ça, c'est la version Hollywood des combats de gladiateurs. Ces gladiateurs, ça coûte très très cher à les entraîner, donc on ne va pas les tuer s'ils perdent un combat. Il y a des mises à mort. Ça se fait dans deux cas précis. Le premier, c'est si les blessures sont trop graves, parce qu'ils combattent quand même avec des armes tranchantes. Donc si les blessures sont trop graves, on va mettre fin aux souffrances du gladiateur. Et puis dans un autre cas, c'est si vraiment eh bien, le gladiateur a fait preuve de lâcheté, s'il a refusé le combat, s'il n'a pas honoré son contrat, si on peut dire, s'il n'a pas mis assez d'ardeur, et bien là, dans ce cas, il sera mis à mort. Mais ça reste des exceptions. Ces gladiateurs étaient vraiment des héros populaires. J'ai pris la comparaison du football tout à l'heure, c'est exactement ça. Chacun avait un petit peu son gladiateur préféré, son équipe, si on peut, puisqu'ils sont entraînés dans des ludus, qui sont des équipements qui leur sont dédiés. Alors c'est vrai que pour eux c'est un moyen pour des esclaves d'obtenir une liberté et puis
comme c'est aussi un moyen de se faire connaître et de gagner de l'argent, par exemple, des hommes libres vont s'engager, ils vont signer un contrat, ils vont devenir esclaves pour une période donnée, ils vont devenir gladiateurs. Il y a différents types de gladiateurs, comme je l'ai dit, donc là on a vu le trace, et les règles de combat sont assez sont réglementées. Hein. Chaque type de gladiateur a son adversaire quand même, on essaye de rendre les choses un petit peu équitables. Voilà. Alors on va aller voir une autre mosaïque qui présente deux autres gladiateurs différents. Donc ici, vous avez la deuxième mosaïque présentant des gladiateurs qui est dans les collections du musée Saint-Remy. Cette mosaïque a été trouvée également à la fin du 19e siècle du côté de la rue des Moissons rue Perceval. Elle présente cette fois-ci deux hommes en train de combattre. Alors contrairement à notre trace de la série précédente, ils ne portent pas leur équipement complet. Par contre, ils ont leurs épées et ce bouclier ovale ainsi qu'un casque qui permet de les identifier comme des myrmillons, les myrmillons étant un des types de gladiateurs qu'on retrouve le plus. Donc cette fois-ci on est pas en train de combattre dans l'arène en plein mouvement, dans des positions très dynamiques. Les gladiateurs vont connaître vraiment beaucoup de succès à l'époque de la République et de l'Empire, et ils vont disparaître petit à petit avec le développement du christianisme. En effet, de telles scènes de violence ne correspondent pas en fait avec la nouvelle société qui est en train de se mettre en place. Ces gladiateurs, c'est vraiment les célébrités de l'époque. Ce sont des célébrités parce qu'ils font vibrer les foules par leur combat. Ils accomplissent des exploits, ils se mettent en scène, mais il ne faut pas oublier qu'ils avaient un statut d'esclave, donc ils sont également quand même méprisés. Des traces de leur gloire, il y en a sur les pierres tombales. Certains ont eu des pierres tombales où il est bien indiqué qu'ils étaient gladiateurs, et également quelques-uns de leur fait d'armes, si il y a lieu de le mentionner. Donc c'est le héros populaire qu'on retrouve encore aujourd'hui sous des formes différentes. Alors on ne peut pas parler de héros sans parler d'Hercule. Hercule qui est le plus célèbre des héros, encore aujourd'hui, son nom est connu. Alors Hercule c'est le nom romain, son nom à l'origine, son nom grec c'est Héraclès. Donc Hercule en fait il coche toutes les cases du héros. Il a une naissance, une origine divine. Alors comme beaucoup de dieux et de héros de la mythologie gréco-romaine, son père c'est Jupiter, c'est Zeus. Alors qu'est-ce qu'il va faire Zeus? Zeus, il va séduire la mère d'Hercule en prenant l'apparence de son mari, puisqu'elle était très fidèle à son mari. Son mari est parti quelques jours et Zeus va donc prendre l'apparence de cet homme pour séduire cette femme, et quelques mois plus tard, bien sûr, va naître le petit Hercule qui fait preuve déjà dans son enfance de beaucoup de force. Et Hercule, il y a énormément de choses qui se passent dans sa vie. Il va épouser une jeune femme qui s'appelle Mégara, et il va être la victime de la vengeance de Junon ou Héra, c'est-à-dire la femme de Jupiter. Héra a été très souvent trompée par son mari, du coup elle se vengeait, et cette fois-ci elle va rendre Hercule fou et il va tuer ses enfants. Pour se faire pardonner sa faute, Hercule va aller consulter l'oracle à Delphes qui lui dit qu'il va avoir à réaliser 12 travaux. Et ces 12 travaux qui vont l'occuper pendant près de 10 ans. Il va falloir tuer l'hydre de Lerne, capturer Cerbère, le chien qui garde la porte des enfers, récupérer la ceinture de la reine des Amazones, aller chercher les pommes d'or au jardin des Hespérides. Il va falloir également tuer le lion de Némée, nettoyer les écuries d'Augias, etc., etc. Il y en a 12 de ces travaux. Une fois qu'il a fait ça, Hercule aura un petit peu de paix, il aura une seconde épouse, et
À ce moment-là, un jour, alors qu'ils doivent traverser un fleuve, eh bien, Hercule confie son épouse à un centaure pour traverser le fleuve et lui traverse par ses propres moyens. Et ce centaure tente de faire du mal à cette jeune femme, et pour s'excuser, il lui dit qu'il va lui donner un peu de son sang qui sera une sorte de filtre d'amour et qui fera que son mari, Hercule, sera toujours fou amoureux d'elle. Et en fait, elle va verser ce sang sur la tunique d'Hercule, et quand Hercule va mettre cette tunique, eh bien, il va s'enflammer et il va finir par mourir. Voilà. Donc la vie d'Hercule qui est faite d'exploits, mais aussi de beaucoup de souffrances. C'est un personnage qui est très populaire, et à Reims on en a ici une représentation à la base d'une colonne qui était probablement placée à la croisée d'un chemin, et on a une représentation d'Hercule qui est très traditionnelle. Hercule, comme beaucoup de dieux dans l'Antiquité ou les saints ensuite au Moyen-Âge, il a ce qu'on appelle des attributs, des objets, des éléments qui permettent de l'identifier. Un petit peu comme les super-héros aujourd'hui, suivant les costumes qu'ils portent, eh bien, vous arrivez à deviner, même derrière leur masque, qui se cache sous ce personnage. Alors, pour les attributs d'Hercule, Hercule, il porte ici ce qu'on appelle une massue, et puis de l'autre côté, alors c'est très abîmé ici, vous avez la peau de ce fameux lion de Némée. Ici, il la porte à la main, mais dans d'autres représentations, il peut porter la peau de lion avec la tête du lion sur le crâne. Donc on est maintenant dans la section mérovingienne. Donc la section mérovingienne, c'est l'époque de Clovis, c'est les Francs. Donc les Francs, qu'est-ce que c'est les Francs? C'est un peuple qui est barbare, qui va venir occuper cette région du nord de la Gaule au moment de la chute de l'Empire romain. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un barbare? Un barbare n'est pas quelqu'un qui est violent et sanguinaire, ça c'est le sens moderne. Un barbare, ça existe depuis très longtemps dans l'Antiquité, ça vient du grec, c'est en fait celui qui ne parle pas votre langue, c'est l'étranger, parce que les Grecs ont rencontré des peuples qui ne parlaient pas leur langue, qui ne comprenaient pas, et ils ne comprenaient qu'une onomatopée qui était bar. Donc ce personnage qui ne connaissait pas, cet étranger, c'est devenu le barbare. Et les Romains ont repris l'idée. Donc les Francs qui vivent au-delà de l'Empire romain, dans ce qu'on va appeler la Germanie, qui parlent donc une langue germanique qui n'est ni le latin ni le grec, sont un peuple barbare. Alors ils existent depuis très longtemps, les Francs, et ils ont des contacts avec l'Empire romain, notamment quand l'Empire romain s'affaiblit, donc dans les derniers siècles, le 3e, le 4e siècle, voire le 5e siècle, eh bien, ils font appel à certains de ces barbares, les Francs, pour venir défendre les frontières contre d'autres peuples. Parmi donc ces peuples, les Francs, avec à leur tête un certain Clovis, vont occuper le nord de la Gaule et puis descendre même jusqu'en Aquitaine. Alors dans la civilisation franque, tout en haut de la pyramide, vous avez le guerrier. Ce sont des sociétés guerrières et ils ont un armement spécifique. Les Romains d'ailleurs, dans certains textes, louent l'armement et l'art de la guerre des Francs. Alors dans cette vitrine, vous avez différents éléments. Alors comme ce qu'on a vu tout à l'heure pour la préhistoire, les parties en bois ont disparu. Ce qui reste, ça va être les parties en fer. Alors vous avez des lances que vous avez ici, vous avez des pointes de flèches et vous avez parmi les éléments donc, de l'équipement des guerriers francs, ce qu'on appellerait aujourd'hui un javelot, qui s'appelle un emblon, qui est une très longue lance qu'ils lançaient sur leur adversaire, sur le bouclier de leur adversaire, qui venait les déséquilibrer et ce qui leur permettait de s'approcher et d'attaquer directement leur adversaire en faisant le plus de dégâts possible. Et vous avez également comme autre arme ce qu'on va appeler le scramasax. Alors, ce sont les lames que vous avez ici. Un scramasax, on pourrait appeler ça un très long couteau, en fait. Alors, c'est pas une épée. C'est vraiment une lame qui a un seul tranchant, donc comme un couteau. Vous ne pouvez pas couper avec les deux côtés de la lame, vous pouvez couper qu'avec un seul
un seul côté de la lame. Ce scramasax est vraiment particulier. Et puis une hache un petit peu particulière qu'on appelle la francisque. Ce sont les éléments que vous avez ici. La francisque, si vous regardez la forme, ça a une forme courbe, un petit peu comme un S. Et on lançait donc cette hache, elle tournait un peu sur elle-même et elle faisait également beaucoup de dégâts. Pour se protéger quand même, alors les Francs portaient des vêtements de protection, un peu de côte de maille ou des vestes en cuir pour se protéger des armes ennemies. Et puis ils avaient un bouclier rond en bois dont la partie centrale du bouclier était en fer. Ce sont les éléments sphériques que vous avez ici qu'on appelle des umbo. Cette partie en fer permettait de renforcer le bouclier et puis surtout de se protéger, puisque si on vous envoyait une lance ou une flèche, ça venait aussi repousser donc, les armes ennemies. Vous en avez un petit front ici, voilà, avec une partie de son équipement. Le héros franc, c'est vraiment le guerrier. Alors vous savez, tout le monde peut être fantassin. Vraiment la caste supérieure des guerriers, la noblesse on dirait, eh bien ce sont ceux qui sont à cheval, puisqu'ils ont l'argent, ils ont les moyens d'entretenir un cheval, et puis à leur tête bien sûr vous avez le roi. Et une des particularités des Francs, c'est leur longue chevelure. En effet, leurs ennemis, quand ils se battaient entre Francs ou même d'autres, ils avaient la particularité de couper les cheveux de leurs ennemis. Et celui qui avait la plus longue chevelure, c'est bien sûr le roi. Alors il y a des héros chez les Francs, et notamment leur origine est légendaire. Alors donc on connaît bien le roi Clovis, puisque particulièrement ici à Reims, il est venu se faire baptiser. C'est le premier roi de notre histoire, quand on apprend l'école, qui s'est fait baptiser le 25 décembre 496. Et Clovis, sa lignée elle-même est légendaire. Donc il avait un père, Chilpéric, et son grand-père s'appelle Mérovée, qui donnera le nom à la dynastie, les Mérovingiens. Et ce Mérovée, eh bien, on raconte que sa mère, alors qu'elle était... elle était peut-être même déjà enceinte, on ne sait pas trop. En tout cas, elle a été se baigner dans la mer et dans cette eau, elle a rencontré un dieu marin. Et Mérovée, en fait, serait l'enfant de ce dieu marin. Donc, déjà, une origine légendaire. Et c'est pour ça aussi que la lignée de Clovis va ensuite devenir la plus importante et vont régner sur ce royaume des Francs. Donc un dernier point sur l'armement des Francs, bien sûr, il dispose d'une épée. Donc ici, comme tout à l'heure, vous n'avez que la lame, donc on voit qu'elle est déjà beaucoup plus longue que les scramasax qu'on a vus dans la vitrine précédente. Et là, vous avez bien deux côtés tranchants. Les guerriers francs sont enterrés avec leur armement, donc leur épée. Ici, vous avez un fer de lance qui a été retrouvé également. Alors le fourreau était en général un des matériaux plus périssables. On a retrouvé ici que deux petits éléments en fer, le bout, la pointe du fourreau qui est juste ici, et puis donc ici une petite bague de fer qui est en fait à l'autre extrémité, là où on enfonce la lame. Vous avez aussi une petite hache et des pointes de flèches. Donc nous sommes devant la façade de la Maison des Musiciens. Donc, la Maison des Musiciens est un bâtiment qui se trouvait jusqu'à la Première Guerre mondiale, rue Tambour à Reims. Donc la rue Tambour, c'est celle qui a les petits pavés colorés entre la place de l'Hôtel de Ville et la place du Forum actuellement. C'est l'une des plus anciennes rues de Reims puisqu'elle faisait partie d'un des deux axes principaux de la ville romaine qui est le Cardo. Donc c'est vraiment l'axe principal nord-sud qui allait de la porte Mars jusqu'à la porte Basée qui se trouve aujourd'hui en partie donc rue de l'Université au niveau du
du collège. Cette maison donc, a été construite au XIIIe siècle. Malheureusement, nous n'en connaissons pas le commanditaire. On ne sait pas qui l'a fait construire et pour quelle raison il a choisi d'orner le premier étage de sa maison de 5 statues qui présentent donc 4 musiciens et un personnage central qui ne joue pas de la musique mais qui semble être là, qui écoute le concert. Alors ces statues datent de la moitié du XIIIe siècle, de l'époque de Saint-Louis, et elles sont restées donc en place jusqu'à la Première Guerre mondiale. Au début du XXe siècle, il y avait déjà un projet d'un Américain de racheter une partie des statues et de les emmener aux États-Unis. Les amateurs d'art, les érudits locaux se sont cotisés avec l'Académie de Reims pour les racheter et la ville va devenir propriétaire de l'ensemble des bâtiments juste avant la guerre. Malheureusement, comme le reste de la ville, la maison est menacée par les bombardements et en 1917, les 5 statues sont descendues. Et ces 5 statues donc, sont mises à l'abri quelques semaines, quelques mois avant que la maison ne soit détruite par les bombardements. Les statues sont revenues à Reims, elles ont d'abord été exposées au musée des Beaux-Arts avant d'être installées donc, lors de l'ouverture du musée Saint-Remy qui a recréé une partie de la façade. Et cette maison donc, va être reconstituée l'année prochaine à son emplacement d'origine. Par contre, les statues, vous pourrez toujours les voir de près au musée Saint-Remy. Alors, donc, de ces 5 statues, ce sont 5 personnages qui sont assis. Celui qui est au centre, c'est donc celui qu'on va appeler l'auditeur, celui qui écoute ce concert. Il est en position assise. Alors, il en manque un élément aujourd'hui. Si vous regardez sur ses mains, il y a on voit des sortes de petites baguettes. En fait, il avait à la main un faucon, un oiseau. Et donc, ce sont les cerfs qui restent sur sa main. La statue était complète jusqu'au début du 19e siècle. Le faucon a disparu en 1825, puisque le cortège du sacre de Charles X, le roi devait passer devant la maison. Le faucon a été jugé trop dangereux et donc il a été détruit. Donc à côté de cet auditeur, on a 4 musiciens. Si on commence ici, vous avez le joueur de harpe. Alors, il ne reste plus qu'une partie de la harpe, les cordes ont disparu. Vous avez donc ensuite celui qu'on appelle le joueur de vielle ou de rebec. La vielle ou le rebec, c'est un instrument qu'on peut comparer aujourd'hui au violon, par exemple. Alors, l'instrument a disparu, mais il reste encore la partie en fer, son archet, qui permet donc de jouer de l'instrument, de faire sortir le son. De l'autre côté, par contre, vous avez le joueur de chevrette. Alors la chevrette, c'est un instrument qu'on peut comparer à la cornemuse aujourd'hui, qui s'appelle chevrette parce que l'outre, la partie dans laquelle vous avez l'air, eh bien, est en peau de chèvre. Et les parties donc, en bois qui composaient cet instrument étaient sculptées, et notamment ici vous avez des têtes de félins, des têtes, alors certains parlent de loups, certains parlent de chiens ou de chats. Voilà. Il manque un élément à cette statue, c'est la partie donc, en bois, le tuyau qui permet de faire rentrer l'air dans l'outre. Alors si vous regardez ce personnage, il n'a pas les joues gonflées, donc il ne devait pas être en train de faire rentrer de l'air dans cet instrument. Voilà. Et pour le dernier, alors celui-ci, il a 2 instruments. Il en a un qui est à côté de son oreille, qui est un tambourin, et dans sa main, il a le reste d'une flûte. Alors c'était une petite flûte qui permettait de se jouer à une main, puisque dans son autre main, disparue également, il avait une petite baguette qui venait frapper le tambourin. Voilà. Alors, que sont-ils en train de jouer? Ça, on ne sait pas ce qu'ils jouent comme musique, mais au Moyen-Âge, le récit passe notamment par ceux qu'on appelle les troubadours. Donc toutes ces histoires de héros, toutes les histoires par exemple des chevaliers de la table ronde qui sont venus jusqu'à nous aujourd'hui, eh bien, ont été transmises lors de ce genre de manifestations, autour de banquets, lors des veillées des nuits d'hiver. Et c'est aussi comme ça qu'on continue de transmettre ces récits de héros.
Voilà, parce que sans récit, il n'y a pas de héros. Donc nous sommes devant la chasse de Saint-Remy. Donc Saint-Remy est un jeune homme qui est né à Laon, dans une famille noble à la fin de l'Empire romain et qui va commencer une vie d'ermite. Alors une vie d'ermite, c'est une vie de moine, sauf que les monastères n'existent pas. En gros, ceux qui veulent consacrer leur vie à Dieu se retirent en général dans des forêts pour vivre leur vie de manière religieuse. Et Saint-Remy est appelé à l'âge de 20 ans pour devenir le nouvel évêque de Reims. Il va accepter et il va rester évêque de Reims jusqu'à sa mort à l'âge de 96 ans. Et au cours de ce long épiscopat, il va réformer la province de Reims, la province religieuse, et il va baptiser un certain Clovis. À sa mort, le lieu où il est enterré va très vite devenir un lieu de pèlerinage où s'installera une communauté religieuse et où on construira une église et une abbaye, la basilique Saint-Remy et donc l'abbaye Saint-Remy qui accueille aujourd'hui les collections des musées historiques de Reims. Ça, c'est ce qu'on sait de la vie de Saint-Remy. Donc, la vie de Saint-Remy, telle qu'elle nous l'est racontée par l'Église, elle commence avant sa naissance. En effet, la mère de Saint-Remy, qui s'appelle Sainte Céline ou Célinie selon les textes, était déjà très âgée et ne pouvait plus avoir d'enfant. Or, vient à sa rencontre un ermite aveugle qui s'appelle Montan et qui lui dit que quelques nuits auparavant, un ange lui est apparu et lui a annoncé que cette fameuse Céline allait avoir un enfant et que cet enfant aurait un destin hors du commun. Et en effet, Céline est enceinte et quelques mois plus tard, elle donne naissance à un petit Remy. Ce petit Remy va accomplir son premier miracle puisqu'il va rendre la vue à cet aveugle Montan qui avait donc annoncé sa naissance. Il continue donc sa vie, il est très bon élève, il devient ermite et donc à l'âge de 20 ans, on vient le trouver pour qu'il devienne l'évêque de Reims. Remy refuse, il veut rester ermite et finalement Dieu lui enverra un signe et il acceptera cette mission qu'il accomplira jusqu'à la fin de ses jours, donc à l'âge de 96 ans. Et c'est tout à fait plausible, puisque dans la tombe de Saint-Remy, dans la chasse qui se trouve aujourd'hui à la basilique, il y a des os de quelqu'un qui a vécu 90 ans au moins. Donc 96, c'est tout à fait possible. C'est rare à l'époque, mais c'est possible. Donc parmi ces miracles, il y a celui de la jeune fille, une jeune fille qui était possédée par un démon. Il va tenter d'exorciser, elle meurt, elle est enterrée et quelques temps plus tard, alors qu'il repasse devant sa tombe, eh bien, elle revient à la vie, elle ressuscite. Il va également accomplir un miracle après sa mort, puisque donc, il meurt en 533, et lors du cortège funéraire, puisque le cimetière se trouve à l'extérieur de la ville, il passe par une petite chapelle, un oratoire, Saint-Christophe. Et arrivé à cet endroit-là, le cercueil devient très très lourd, on ne peut plus le déplacer, comme si le saint avait choisi le lieu de sa sépulture. Et c'est là, aujourd'hui, où se trouve la basilique Saint-Remy. Alors, bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas d'église comme aujourd'hui, donc la sépulture a changé plusieurs fois de forme, on a construit l'église, et puis petit à petit, en fait, le temps passant, le corps du saint, forcément, va disparaître, il va rester des os, et ces os sont rassemblés dans ce qu'on appelle une châsse. Alors, ici, vous avez la châsse de 1824 qui vient en fait remplacer une châsse détruite à la Révolution française. Et puis, après la Révolution, quand on a rouvert l'église, bien sûr, on avait une châsse qui était vide, on l'avait remis dedans. Donc là, c'est vraiment une châsse qui a été faite par Saint-Remy, qui a servi jusqu'en 1896, puisqu'en 1896, c'était le 1500e anniversaire du baptême, 1400e anniversaire, du baptême de Clovis. Et donc, pour les célébrations, on avait décidé de faire une nouvelle chasse qui est encore conservée aujourd'hui à la basilique. Donc cette chasse qui est présentée aujourd'hui, donc elle date du début du 19e siècle, très simple, donc elle a la forme d'un tombeau et vous avez les statues des 12 apôtres. Alors Saint-Remy, il a un rôle très particulier en France, puisque c'est celui qui va baptiser Clovis. Clovis, on en a parlé tout à l'heure dans la section mérovingienne. Clovis, au départ, c'est un païen. Il ne croit pas au même Dieu que les chrétiens.
Et lors d'une bataille à Tolbiac, qui se trouve au sud de Cologne aujourd'hui, donc en Allemagne, eh bien, Clovis est en train de perdre la bataille de Tolbiac. Donc Clovis va demander de l'aide à ses dieux, sauf qu'il perd toujours la bataille. Donc, n'ayant plus rien à perdre, il va demander de l'aide au dieu de sa femme, et sa femme s'appelle Clotilde et elle est chrétienne. Et il promet au dieu de Clotilde qu'en échange de la victoire, il se convertira au christianisme. Et je vous le donne dans le livre, il a gagné la bataille de Tolbiac. Donc il va tenir sa promesse en venant à Reims le 25 décembre 496 pour se faire baptiser, donc à ce qui aujourd'hui est la cathédrale. Et celui qui va faire la cérémonie du baptême, c'est le fameux Saint Remi. Et il va se produire encore un miracle, quelque chose d'extraordinaire. C'est que Clovis, il n'est pas baptisé tout seul. Clovis, il est baptisé avec 3000 de ses soldats, 3000 francs. Et le baptême, comme aujourd'hui, un des moments les plus importants, c'est quand on va faire l'onction, quand on va faire le signe de croix sur le front avec de l'huile. Et lors, donc, on fait l'onction, sauf qu'il n'y en a pas assez pour faire le signe de croix sur le front de 3000 personnes. Donc Saint-Remi va prier, et là, va encore se produire un miracle. Une colombe va descendre du ciel, tenant dans son bec une petite bouteille qu'on appelle une ampoule, hein, c'est une petite fiole qui n'est pas très grande, et cette bouteille, elle se remplit au fur et à mesure, permettant de baptiser 3000 personnes. Et la bouteille va disparaître après le baptême de Clovis, et on la retrouvera au IXe siècle, alors qu'on refait un nouveau tombeau, une nouvelle chasse pour Saint-Remi. Et c'est cette bouteille qui ensuite va servir au sacre des rois de France jusqu'en 1825, jusqu'à Charles X. Voilà. Alors les saints, ce sont vraiment des personnages très importants au Moyen-Âge et encore aujourd'hui pour certains. C'est une sorte d'intercesseur entre les hommes et Dieu. Vous allez prier certains saints suivant ce dont vous avez besoin. Par exemple, Saint-Remi est connu pour soigner les malades. Hein, et vous allez demander donc à Saint-Remi de vous aider, de vous guérir. Souvent, pour que ces prières marchent bien, eh bien, on le fait dans des lieux particuliers, là où se trouvent les reliques des saints, par exemple, comme c'est le cas à la basilique. Alors, au Moyen-Âge, il y a deux grands types de héros. Il y a le héros de la chevalerie, alors qu'on n'a pas abordé ici, puisqu'on n'a pas d'exemple dans les collections actuellement présentées. Ce sont tous les héros de la table ronde, les rois Arthur, les Lancelot, etc. Et puis, vous avez les saints et les saintes. Avec le développement du christianisme, les saints vont devenir des modèles à suivre, comme pouvaient l'être les héros dans l'Antiquité. C'est eux qui vont remplacer les Hercules, par exemple. Donc ce sont des personnages qui vont avoir une vie exemplaire, donc un modèle à suivre, ou qui vont mourir pour leur croyance, comme c'est le cas par exemple de Sainte Barbe, alors que Saint-Remi c'est plus héros exemplaire. Alors, donc on est ici à côté d'une statue de Sainte Barbe. Sainte Barbe est une sainte plutôt du côté oriental de la Méditerranée, dont l'histoire a été rapportée, notamment au Moyen-Âge. Hein, elle devient très populaire. Alors, comme beaucoup de saintes femmes du début du christianisme, son histoire donc commence parce qu'elle refuse d'épouser un païen. Elle, ce qu'elle veut, c'est devenir chrétienne. Sa famille, et notamment son père, refuse. Donc, elle est enfermée dans une tour. Son père s'absente et à son retour, il découvre que sa fille est devenue chrétienne. Alors, il y a plusieurs versions de l'histoire. Hein. Certains disent notamment qu'un prêtre s'est déguisé en médecin pour être introduit auprès de la jeune fille et lui a administré le sacrement du baptême. Alors, pas content du tout, son père va vouloir la punir. Sainte Barbe va réussir à s'échapper et elle se réfugie dans le désert. Et à un moment, en fait, un rocher va s'ouvrir, lui permettant de passer, de se cacher. Malheureusement, elle va être dénoncée par un berger. Son père va la retrouver et va la faire juger par le représentant de l'État au niveau local. Et comme toute chrétienne, hein, dans ces époques du début du christianisme, la religion chrétienne est interdite et comme elle refuse d'abjurer sa foi, eh bien, elle est condamnée à de nombreux supplices, à de la torture. Et son père va la décapiter. Alors son père sera puni puisque
un rayon, un éclair va le tuer net sur le coup, et le berger qui l'avait dénoncé, bien sûr, aussi connaîtra un sort cruel. Alors, Sainte Barbe, elle est représentée, comme tous les martyrs, avec ce qu'on appelle la palme du martyr que vous avez ici en partie. On voit ici, alors la palme du martyr, c'est en fait comme la branche de palmier. Voilà, les saints, pour les reconnaître, comme il y en a une multitude dans l'Église, eh bien, on va leur donner ce qu'on appelle des attributs. Donc, il y a des choses qui se retrouvent chez plusieurs saints, comme la palme du martyr, c'est-à-dire ceux qui ont connu une mort violente pour leur foi, et puis d'autres qui permettent d'individualiser les saints. Alors, Sainte Barbe, en général, elle est représentée avec une tour. Et cette tour, elle a la particularité d'avoir normalement 3 fenêtres. En effet, dans l'histoire, donc son père l'enferme dans la tour, mais il n'y a que 2 fenêtres. Et Sainte Barbe, elle va en créer une 3e en référence au christianisme et à la Sainte Trinité, donc Dieu, le Saint-Esprit et bien sûr le Christ. Voilà. Ici, donc, Sainte Barbe, c'est une statue du XVIe siècle. Malheureusement, il manque sa tête, mais on peut voir qu'elle avait les cheveux détachés. On voit encore ses cheveux dénoués ici. Elle porte une robe assez riche. Vous avez un très beau travail du vêtement ici tout en haut. Et puis, elle porte également un livre. Alors, Sainte Barbe, comme beaucoup de saintes, elle est un symbole de chasteté, de virginité, de personnes dévouées à la foi. Et puis, Sainte Barbe, elle va devenir la sainte patronne des artilleurs, mais aussi aujourd'hui, vous connaissez peut-être Sainte Barbe comme sainte patronne des pompiers. En effet, le fait qu'un éclair ait tué son père va faire que de nombreux métiers, tous ceux qui ont un rapport avec le feu, avec des explosions par exemple, vont se réclamer de Sainte Barbe. Vous avez aussi les mineurs par exemple. Donc actuellement présenté au musée Saint-Remy un tableau de David qui s'intitule La mort de Marat. Alors c'est un tableau très célèbre puisqu'il n'en existe pas moins de 5 versions. La version principale, la version officielle, se trouve au musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Donc Reims possède une des versions d'atelier. La mort de Marat est un tableau de 1793 qui représente un événement contemporain, l'assassinat de ce révolutionnaire, donc Marat. Marat est un médecin qui vivait notamment en Angleterre et il revient en France pour la Révolution française et il va s'engager, comme David, du côté le plus extrémiste, si on peut dire, de la Révolution. Notamment, il va voter la mort du roi. Et Marat va être assassiné par une femme qui s'appelle Charlotte Corday, qui le tient pour responsable de la mort de son fiancé à Caen. Marat avait des problèmes de peau et il prenait énormément de bains. Charlotte Corday va réussir à se faire introduire auprès de Marat et va l'assassiner dans son bain. Et c'est ce que va représenter David. Donc il est assassiné le 13 juillet 1793 et quelques mois après, David va donc réaliser ce tableau. Et c'est une nouveauté avec la Révolution française, c'est qu'au lieu de représenter les héros de l'Antiquité ou les héros de l'Église, les saints et les saintes, on va se mettre à représenter les héros actuels, si on peut dire. En tout cas, on va se mettre à représenter l'actualité. Et Marat va être un de ces premiers grands hommes martyr de la République en fait, qui va être représenté par David. David est un peintre d'ailleurs qui avait un grand succès, déjà un petit peu de succès avant la Révolution, mais par son engagement révolutionnaire et auprès de Napoléon, va représenter les grands personnages, les grands événements de l'histoire. Donc ici, il met en scène Marat dans son bain. Alors, il utilise un fond très sombre qui va venir en contraste avec le personnage de Marat qui a une peau très blanche avec la lumière en plus dessus. Marat vient d'être assassiné, il a le corps qui est en train sans vie et il nous regarde et le bras qui est tombé sur le sol, il a encore la plume dans sa main. De l'autre côté, dans son autre main, il tient une lettre et on voit très bien le sang qui s'écoule de la blessure sur ses bras, sur ses mains. L'eau également est rouge et puis bien sûr au sol vous avez le couteau
qui a servi à l'assassiner. Et tout en sobriété, David va poser ce billot en cette caisse de bois avec, pour la version du Louvre et la version de Reims, cette petite phrase « N'ayant pu me corrompre, ils m'ont assassiné ». Sur la version officielle, donc la version de Bruxelles, la petite phrase est beaucoup plus sobre « à Marat ». Le héros, à partir de la Révolution française, donc, va changer de sens, même si on reprend un petit peu les codes de représentation de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, de l'Église, puisqu'ici on a l'impression presque pour la position de Marat, qu'il reprend la position d'un Christ qui descend de la croix. Voilà. Ici, c'est les nouveaux héros qui font l'actualité. On va plus insister sur des hommes et des femmes aussi de l'actualité, tout en reprenant les codes anciens pour comprendre que ce sont des héros. Écoutez, j'espère que cette visite à travers les collections du musée et le thème du héros vous aura plu et vous aura donné envie de venir découvrir les collections des musées historiques ici présentés à l'abbaye Saint-Rémy. Merci à tous et puis à très bientôt au musée.